Bonjour et bienvenue à un autre événement virtuel du Club des maîtres présenté par la Monnaie royale canadienne. Il s'agit de l'émission par excellence pour les numismates et comme toujours, une exclusivité du Club des maîtres. Je suis votre animatrice, Alexandra Lindsay, et je suis accompagnée par Jamie Desrochers, responsable du programme du Club des maîtres. C'est toujours un immense plaisir pour moi de présenter en primeur aux membres du Club des maîtres du contenu qu'on ne trouve nulle part ailleurs. J'ai parlé à beaucoup d'entre vous en personne lors d'un événement du Club des maîtres qui a lieu récemment et j'ai bien vite compris que vous raffolez sur ces petits extras, à notre plus grand plaisir. Nous avons des tas d'histoires intéressantes à raconter, n'est-ce pas, Alex? Absolument! Nous présentons nos histoires les plus captivantes à nos précieux membres du Club des maîtres. De savoir qu'elles vous plaisent nous motive à redoubler effort pour vous proposer d'autres excellents programmes. Et c'est ce que nous continuerons de faire si vous continuez de nous regarder. D'accord? Dans cette édition, nous vous proposons un segment spécial en 2 temps pour dévoiler le thème et le motif du dollar épreuve numismatique 2025. Nous parlerons aussi à des spécialistes du Musée canadien de la guerre ainsi qu'à l'artiste derrière la dernière création du dollar épreuve numismatique. Je n'en dis pas plus pour le moment. Jamie, on relaxe. Restez des nôtres pour en savoir plus. J'ai très hâte de vous dévoiler le dollar épreuve numismatique 2025. Mais ne nous emballons pas. Alex, qu'avons-nous d'autre au programme? Saviez-vous que les membres du Club des maîtres peuvent visiter la monnaie gratuitement? Je vais explorer cet avantage avec nos ambassadeurs de la boutique de la monnaie. Nous vous montrerons pourquoi il faut absolument visiter les installations de la monnaie lors de votre prochain passage à Winnipeg ou Ottawa. D'ailleurs, les ambassadeurs de la boutique vous donneront un petit avant-goût de ce à quoi ressemblent les visites en vous présentant des faits divers entre les segments de l'événement. J'adore nos boutiques et nos visites guidées. C'est un incontournable pour les membres du Club des maîtres. Et c'est une sorte de pèlerinage pour les numismates aussi. Très bien, Jamie. Je sais que tu allais visiter le Musée canadien de la guerre à Ottawa, en Ontario, il n'y a pas longtemps, pour une mission en lien avec notre dollar épreuve numismatique 2025. C'est ici que commence notre premier segment, n'est-ce pas? Tout à fait, Alex. J'ai rendu visite à des experts du Musée canadien de la guerre pour discuter d'un de nos principaux thèmes en 2025, la tombe du soldat inconnu. Savais-tu que 2025 marque le 25e anniversaire de l'inauguration de la tombe du soldat inconnu au monument commémoratif de guerre du Canada à Ottawa, en Ontario? Depuis l'an 2000, le sarcophage en granit foncé sert de point central aux commémorations. En effet, au cœur de la capitale nationale se trouve le lieu du dernier repos d'un soldat canadien inconnu ayant combattu durant la Première Guerre mondiale, l'un des plus de 118 000 Canadiennes et Canadiens ayant perdu la vie pour défendre la paix au cours des années. Bien que nous ne connaissions pas son nom, le soldat inconnu représente l'ensemble des Canadiens et Canadiennes tombés au combat, ainsi que les nombreux visages de la guerre, la tragédie et le sacrifice, l'honneur et la victoire, mais avant tout, la quête universelle de paix et de liberté. À titre de membre du Club des maîtres, vous êtes invité en coulisses avec moi pour découvrir le récit de la création du dollar épreuve numismatique et son importance du point de vue historique. Notre incursion dans le récit du dollar épreuve numismatique en argent 2025, tombe du soldat inconnu, commence au Musée de la guerre où nous en apprendrons davantage sur l'histoire entourant cet anniversaire si important. Nous appelons ce segment un lieu sacré, partie 1, l'histoire de la tombe du soldat inconnu. Il n'y a pas si longtemps, j'ai visité le Musée canadien de la guerre pour m'entretenir avec Mélanie Morin-Pelletier, historienne guerre et société, au sujet de l'histoire de la tombe du soldat inconnu. Le Musée canadien de la guerre est le musée d'histoire militaire du Canada
est l'un des musées les plus respectés au monde en matière d'études et d'analyse des conflits armés. Ses origines remontent à 1880 et ses collections comptent certains artefacts militaires les plus précieux au monde. On y retrouve notamment des véhicules rares, de l'artillerie, des uniformes, des médailles et des journaux intimes, sans compter les 14 000 œuvres d'art militaires dans la collection Beaverbrook. Nous avons pu obtenir une exception spéciale pour le Club des Maîtres, un accès privilégié au musée et à ses spécialistes, ainsi qu'un aperçu de la pierre tombale originale du soldat inconnu, située dans la salle du souvenir. Mélanie, bien des Canadiens et des Canadiennes ignorent l'historique et le contexte du soldat inconnu. On retrouve ça dans plusieurs pays alliés durant la Première Guerre mondiale, mais pouvez-vous peut-être nous expliquer ce que représente le soldat inconnu à travers le monde avant qu'on en parle dans le contexte du Canada? Le symbole du soldat inconnu y est lié directement à la Première Guerre mondiale. Ça a été une guerre extrêmement brutale, des dizaines de millions de morts, et aussi une guerre qui s'est produite sur un terrain assez limité, donc assez restreint. Les batailles ont lieu au même endroit. L'artillerie bombarde, donc les soldats sont dans des tranchées, bombardés bataille après bataille. Donc, il y a des milliers de soldats qui meurent, qui sont ensevelis dans la boue, oui, dans la terre. Donc, le soldat inconnu, ça représente tous ces soldats qui n'ont pas de lieu de sépulture connu, qui est un nombre très important pour la Première Guerre mondiale. Donc, pendant la guerre, mais surtout après, dans la vague de commémoration, il y a plusieurs pays belligérants, notamment la France, la Grande-Bretagne, qui ont proposé de choisir la dépouille d'un de ces soldats pour représenter tous les soldats inconnus. OK. Donc, depuis 1920, nous, le soldat inconnu qui a été choisi par les Britanniques, qui se retrouve à Westminster Abbey, oui, représentait tous les soldats du Commonwealth inconnus, incluant le Canada. Ah, OK, je ne sais pas au courant. Mais du point de vue canadien, quelle est notre version de cette histoire symbolique, mais pertinente, du soldat mort lors de la Première Guerre mondiale? Je dirais il y a eu plusieurs discussions par rapport au rapatriement d'un soldat canadien qui représenterait tous les soldats morts qui n'ont pas de sépulture connue. Donc, depuis la guerre d'Afrique du Sud jusqu'aux missions canadiennes plus récentes. Oui. Mais après le rapatriement du soldat australien en 1993, ça a donné une poussée à ce mouvement-là. Okay. La Légion royale canadienne a été une force motrice derrière ce mouvement. Elle a proposé de façon formelle en 1997 de mettre en place ce que ça prenait pour faire aboutir le projet. Donc, il y a des comités de travail qui se sont mis en place en 1998 et il y a plus de 2 ans de temps et d'efforts, beaucoup d'organisations, de ministères canadiens qui ont permis, donc, il y a plusieurs étapes. Oui. Donc, il fallait choisir premièrement quelle sépulture serait choisie, de quelle guerre, de quelle bataille. Il fallait ensuite que cette sépulture soit inhumée dans les règles de l'art et la rapatrier au Canada pour son dernier repos qui va avoir lieu donc en 2000, en mai, et célébré dans le cadre d'une grande cérémonie canadienne au monument de guerre canadien. C'est surprenant quand même parce que je ne savais pas si c'était tellement vite. Je pensais que c'était une vingtaine d'années ou quelque chose de cette manière-là, mais comme vraiment, c'est 7-8 ans pour faire ça. Donc, ça a commencé en 93, disons, les débuts. Oui. Puis, même à partir du moment où le groupe de travail a été mis en place en 98, donc ça s'est quand même passé à l'intérieur de 2 ans. Il y a eu énormément de planification. Ça l'impliquait, par exemple,
le ministère de la Défense, Anciens combattants Canada, de nombreux groupes de vétérans aussi. D'autres institutions, comme le Musée canadien de la guerre, a fait partie des discussions. La Commission des sépultures de guerre du Commonwealth a un rôle important aussi à jouer là-dedans. Oui. C'était une de mes questions, parce que je m'intéressais dans ce point de vue-là, parce qu'eux autres, ils ont un gros rôle au mondial, comme vraiment, avec les Commonwealths. Mais notre dollar épreuve numismatique 2025 souligne le 25e anniversaire du rapatriement, comme vous avez mentionné. Juste avant, comment que ça s'est déroulé? Comment ils ont choisi le soldat comme tel? Et pourquoi on a mis bien du focus, comme vous avez mentionné, comme sur la Première Guerre mondiale, à cause c'était tellement grand, mais pourquoi spécifiquement la Première Guerre mondiale? La Première Guerre mondiale, il y a plus de 100 000 Canadiens qui ont participé à la Première Guerre mondiale. Il faut se rappeler que le Canada, c'est un dominion britannique à l'époque. Donc, c'est reconnu comme un moment marquant dans l'histoire canadienne. Plus de 66 000 morts pendant et des suites de la guerre. Donc, c'est un nombre, c'est la guerre la plus meurtrière pour le pays. Donc, déjà, quand on regarde les archives du comité d'études, on voit rapidement que c'est la Première Guerre mondiale, mais aussi la bataille de Vimy, qui est considérée comme un moment où le Canada prend de la maturité, autant sur le plan politique, économique, militaire. Donc, c'est la raison principale pourquoi c'est la Première Guerre mondiale qui a été choisie, mais aussi un cimetière dans la région de la bataille de la crête de Vimy. OK, intéressant. OK. Il faut savoir que la pierre tombale originale du soldat inconnu se trouve au Musée canadien de la guerre. Pouvez-vous parler un petit peu de la stèle funéraire d'origine, puis comment elle s'est retrouvée ici au musée? En effet, donc, à partir du moment où le cimetière du Cabaret Rouge britannique a été choisi comme lieu où serait exhumée la sépulture du soldat inconnu. Il y avait une pierre tombale qui identifiait le soldat comme provenant d'un régiment canadien. D'accord. Mais c'est la seule information qu'on avait sur lui. Donc, à partir du moment où le corps n'était plus à cet endroit, cette stèle funéraire n'avait plus sa place, ça ne faisait plus sens. Donc, au moment où le processus se déroulait, on était dans la planification du nouveau Musée canadien de la guerre, donc qui a ouvert ses portes en 2005. Donc, quand l'équipe de design a été mise au courant que la stèle funéraire allait venir au Musée canadien de la guerre, ils ont été incroyablement touchés par cet artefact et ils ont décidé d'en faire le point central de la salle du souvenir. Puis c'est vraiment beau aussi. Même l'idée, puis l'architecture, puis c'est vraiment comme respectueux. Et, c'est un moment marquant chaque année quand le design a été fait de façon à ce que la lumière du soleil frappe directement sur la stèle funéraire à chaque 11 novembre à 11 heures. Donc, c'est un moment incroyablement émouvant au musée, mais aussi on le diffuse à travers le Canada et le monde, donc que tous les Canadiens puissent participer à cet événement. C'est excellent. Merci, Mélanie, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Les boutiques de la Monnaie royale canadienne, situées aux installations de Winnipeg et d'Ottawa, sont des attractions à ne pas manquer pour les visiteurs. J'ai eu le plaisir de discuter avec Chloé Chastenay-Tremblay, qui nous parle des boutiques et des visites guidées de la Monnaie. Vous allez voir pourquoi c'est un avantage du Club des maîtres à ne pas manquer. J'ai aussi eu un avant-goût à ce quoi ressemblent les visites à Ottawa. Je recommande à tous et à toutes d'y participer en personne. Merci infiniment, Chloé, de nous avoir accueillis aujourd'hui.
Pourrais-tu t'introduire et nous dire c'est quoi ton rôle ici à la Monnaie? Et ça me fait extrêmement plaisir de vous avoir aujourd'hui à la boutique d'Ottawa. Moi, je suis la superviseure ici. Dans le fond, je m'occupe de la boutique et des visites guidées. Ça fait 3 ans que je travaille pour la Monnaie. Et j'ai commencé en tant qu'ambassadeur et j'ai tranquillement monté les échelons pour devenir superviseur. Et mon emploi, c'est vraiment de m'assurer que mon équipe ait tous les instruments nécessaires pour avoir la meilleure des journées possibles et pouvoir avoir un bon contact avec les clients qui viennent à tous les jours. Wow, très occupé. C'est excitant. Oui. Je ne sais pas si nos membres le savent, mais on a 2 succursales. On a une boutique ici à Ottawa, à Ontario, et une autre à Winnipeg, Manitoba. Quel service est-ce que ces boutiques offrent à nos clients? Bien, les 2 boutiques vont offrir les pièces qu'on fait, là, nous ici, soit de collection, donc nos pièces numismatiques ou les pièces de circulation. Mais la grande différence, c'est qu'à Winnipeg, ils sont vraiment en charge de faire toutes les pièces de circulation. Donc, s'ils vont faire une visite là, ils vont avoir la chance de voir les machines qui produisent des millions de pièces par jour qu'on retrouve dans nos poches. Tandis que nous, ici, à Ottawa, là, on fait vraiment les pièces de collection en or, en argent, en platinum, mais aussi des pièces d'investissement, mais également des médailles. Donc, pas tout le monde sont au courant qu'on fait les médailles, mais quand on vient ici, on a la chance de voir des petits trésors qu'on n'a pas la chance de voir partout. Wow, 2 expériences très différentes. Les membres du Club des maîtres ne savent peut-être pas que nous offrons des visites guidées gratuites ici à Ottawa comme à Winnipeg. S'ils optent à venir nous visiter, que verront-ils? Oui, effectivement, le Club des maîtres ont le droit d'avoir des visites gratuites et je suggérerais fortement de venir parce qu'ils vont avoir la chance de découvrir où est-ce que leurs pièces sont faites. Donc, ils ont quand même un amour pour les pièces de collection et en venant ici, ils vont pouvoir voir du début jusqu'à la fin, donc de la fonte des métaux jusqu'à la presse manuelle où on peut voir les pièces qui sont en train d'être terminées. Donc, ça permet justement d'avoir une connexion avec leur petite collection. Wow, c'est fabuleux! Donc, comme j'ai mentionné, on a une boutique à Ottawa et une autre à Winnipeg. Et puisqu'on offre des tours guidés aux 2, comment est-ce que les visites guidées diffèrent-elles? C'est certain qu'à la fin, ils ont toutes les 2 les mêmes buts, faire des pièces, mais les 2 types de pièces sont largement différentes. Donc, à Winnipeg, ils vont faire les pièces de circulation. Donc, c'est des machines à haute capacité qui produisent rapidement des pièces, tandis que nous, à Ottawa, c'est une étape qui est peut-être un petit peu plus tranquille, qui est un petit peu moins rapide, mais ça nous permet là, de pouvoir voir nos pièces de collection qui sont faites. Donc, on va voir là, de l'or, de l'argent, du platinum. Donc, on voit des pièces un petit peu plus dispendieuses qui sont faites juste ici à Ottawa. Wow, 2 expériences clairement différentes, mais excitantes. J'ai entendu que nous allons avoir une visite guidée, mais avant qu'on parte, peux-tu nous parler un peu de tes excellents ambassadeurs? Oui, donc mes ambassadeurs qui sont ici à la Monnaie, c'est des personnes avec beaucoup de connaissances qui sont formidables à pouvoir parler avec tout type de clients. Donc, que ce soit des des personnes qui collectionnent beaucoup ou autant des familles avec des enfants, ils vont être capables de justement pouvoir prendre l'information et s'assurer que tout le monde puisse comprendre et donner un petit peu cette passion-là des pièces. Wow, c'est fabuleux! Et juste avant la fin, parmi toutes les pièces que nous avons en boutique, est-ce qu'il y en a une en particulier que tu préfères? C'est difficile à choisir, mais pour moi, toutes les pièces qui sont avec du plaquage, avec du rhodium noir, c'est vraiment mes pièces préférées. Je trouve que ça fait un beau petit fini très différent, là. Oui, à comparer de l'or et de l'argent. Oui, exactement. Ouais, moi, la mienne, cette année, c'est la collection de la ARC. Oui. Je trouve l'histoire en arrière est fabuleuse. Je suis sûre que nos clients vont aussi partager cette passion. Je suis d'accord. Bien, merci beaucoup. C'était très intéressant de communiquer avec toi aujourd'hui et on se voit à bientôt. Oui, 100%. Saviez-vous? La Monnaie royale canadienne produit jusqu'à 15 millions de pièces de circulation par jour et peut produire au-delà de 2 milliards de pièces par année. Faites une demande de réservation aujourd'hui à monnaie.ca. Good morning, Jamie. Thank you for joining us today. My name is Christopher. I'm going to be your tour guide. I'm going to be showing you how your numismatic coins and how all of our Masters Club coins are born. I'm excited. It's pretty cool. It all starts here in the Concast room. Right. So let me see if I can break that down a little bit more for you. So the gold and silver are melted in our refinery. They come to us in what look like silver loaves of bread. From there, they're chopped into smaller pieces. It's like you're making a chocolate fondue. You want to make it into smaller pieces so they melt much faster. They're loaded into one of our 2 furnaces, Right. Tom or Jerry. Okay. From there, we like to make it a little bit more human so people remember. It's melted and it's formed into big long coils. Those coils are put into a roll, and from the rolls, they'll go on to the next station. Fantastic. Saviez-vous? En 2017, la Monnaie royale canadienne a créé la première pièce de circulation photoluminescente au monde, démontrant les aurores boréales.
Faites une demande de réservation aujourd'hui à monnaie.ca. And welcome to the next stage in your coins journey, Jamie. This is the rolling and rimming room, right? Correct. Okay. This is where it all happens. Okay. This is where we receive the goils of gold and silver from the previous room. Right. We're going to put them through our roller, unroller on the other side, where we're going to roll them through, press them to the desired thickness of the coin we're going to be making. Okay. From there, they're going to be going on where they'll be made into a blank. Okay. For the benefit of our Masters Club members at home, what's a blank exactly? Sure. A blank is basically a round piece of metal Right. or a coin without an image. Oh, excellent. Saviez-vous? La monnaie royale canadienne à Winnipeg a été conçue par l'architecte Étienne Gaboury. 565 éléments de vitre composent son sommet unique. Faites une demande de réservation aujourd'hui à monnaie.ca. So, Christopher, I hear this room is special to you. Exactly. It's my favorite. It's like the arts and crafts room. It's where all the magic comes together, and it's where all the magic happens. This is where we make all of the numismatic pieces and the pieces for the Masters Club. Okay. So for everybody watching at home, like it really is, they're struck here. All the coins are struck here. Exactly. Right here, down on the floor. That's where we make all the beautiful coins. But you really do need to come and see it in person to see all the magic come together. Yeah, the whole process is very interesting. So being here in person, you really kind of get a feel for it. Exactly. That's the only way to see it. Yeah. Saviez-vous? En 2004, la monnaie royale canadienne a créé la première pièce de circulation colorée au monde. La pièce coquelicot a été surnommée la pièce espion lorsque des voyageurs d'un autre pays ont conclu, à tort, que la couche protectrice servait à cacher un appareil de surveillance. Faites une demande de réservation aujourd'hui à monnaie.ca. So Christopher, how do you usually wrap up a tour? Good question, Jimmy. At the end of the tour, we explain the effigies that are on the back of our coin. Okay. The 4 effigies of Queen Elizabeth, and the newest arrival on our coins, the effigy of King Charles. Yeah, very fresh, that one, right? Very fresh. Yeah. So the whole tradition of effigies predates the mint. And if you're looking in Canadian history, where did it start? Exactly. It started off with Queen Victoria. She was the first monarch on our Canadian coins. Excellent. And when you come and do a tour, you learn all this great stuff? That and a lot more, Jamie. Oh, excellent. So I'm sure Masters Club members will want to take advantage of that benefit and come and take a free tour. Perfect. Excellent. Thank you so much. Thank you very much. And it'll Appreciate be a it. pleasure to welcome them all. Excellent. Nous poursuivons maintenant notre segment Lieux sacrés avec une entrevue qui vous en apprendront davantage sur 2 nouvelles pièces liées à la tombe du soldat inconnu. Tout d'abord, une entrevue et une invitée très spéciale. Nous avons avec nous la sculptrice de la véritable tombe du soldat inconnu. Marianne Liu se joint à nous depuis la Colombie-Britannique et nous allons discuter avec elle sa sculpture immortalisée au monument commémoratif de guerre à Ottawa. Thank you so much for taking the time to speak to us today, Marianne. I just wanted to start by talking about a little about your career and your artistic journey. Can you talk a little bit about that? I knew that I wanted to be a sculptor at about 14 years old. And I also knew that I wanted a very classical background to give me a solid foundation in whichever direction that I wanted to go. And the direction that I chose was classical figurative realism. As an art student, I studied drawing and sculpture and really focused on classical anatomy. And I stayed with that for the greater part of my career. And I also knew that I wanted to work in bronze from a very early age. So after I graduated from art school, I worked in a bronze foundry for about 5 years under Jack Harmon, who was my teacher in art school. And because I knew that I had a firm basis as a figurative sculptor, and knowing how to be a founder really helped my career, because I knew the ins and outs of bronze, and I love the freedom that bronze gave me in terms of defying gravity in a sense. So my background is classical and formally trained.
in my art school days, my focus was on figurative modeling under Bill Kuchin. And I think that gave me a really solid foundation to build my career upon. Wow, what a journey you've been through. Take us back a little bit to the creation of your sculpture. How did you get the opportunity to sculpt the tomb of the unknown soldier? The opportunity for sculpting the Tomb of the Unknown Soldier came from a national invitation sculpture competition, which I entered and consequently won. So at that time, I really did not know the huge significance that it had on my career, or more importantly, the importance of the work. And that would have been a good thing because I think it would have made me very nervous. So I went at it like I do all things with my whole heart, and really researched and really studied the subject, and went from there. Wow, I imagine the submission process for something like this differs from your regular day-to-day projects. Was it an overly complicated process? It was fairly straightforward. At that time, this is 25 years ago, I had not done a lot of sculpture competitions. But like anything, if you just really work hard and use all the skills and training, then you just hope for the best, and that's what I did. I had some ideas to start off with on how to present the sentiment, and really just searched inside and researched to come up with a visual solution to the question that was posed. Wow, and through that creative process, were there any particular challenges that arose through it? In the competition itself, no. I think it was fairly straightforward in that a subject was presented to me and I came up with a concept. The actual sculpting, the time period was really short, so that was the biggest challenge in producing the work itself, because not only was it was bronze and granite, and my concept really married the two materials together. My concept was passage, in that it was a passage of time, it was a passage of life and death, and it was about grand sacrifices. It was about the most one can give to one's country. So the material challenges itself, because there was a passage of materials, it went from granite and transitioned into more of a polished, defined bronze. And marrying the two materials together in terms of a visually seamless transition was technically challenging. I can imagine. Did you also have to keep in mind about the longevity of the sculpture while creating the process? The materials that I use is granite and bronze are considered, or what we call noble materials, in that they are not corruptible. So the choice of the material is for permanence, and it will outlast all of us. History has proven that bronze and granite will last thousands of years. So it was not a worry that the material would not stand the test of time. That is something I can rely on, and that is why bronze and granite are always my materials of choice, as long as it's working within the budget. That's information I did not know. See, you learn something every day. How does it feel to have your work on display in such a meaningful way that millions see every year? It really gives me a great sense of achievement, and I feel so honored
that I was able to do that. At that time, I did not know the ramification of my work. I feel really lucky to have had that opportunity. And I'd have to say, luck has a great deal to do with life. Luck is a combination of opportunity and readiness, and I was ready. My 8 years of formal education has really done a great deal. It's my foundation, so I'm really grateful for all of that, not just for having had the education, but for the opportunity to be able to produce a work for the Tomb of the Unknown Soldier. Wow. Have you had a chance to visit it since it's been unveiled 25 years ago? Just once, we have a family in Ottawa, so I was able to go and see it. But I always ask my friends if they are going to be in Ottawa to please go and take a shot of themselves. And it's it's really a great honor for me to have done the piece. I can't even imagine. It's a beautiful piece. Thank you so much. And for tonight, we have a treat for our Masters Club members. Marianne, we're going to unveil the fact that you've created the coin for our 2025 $100 pure gold coin, the Tomb of the Unknown Soldier. This coin is based on your original sculpture, correct? It is. In the design of the coin, I really wanted to bring the lyricism of the piece, of the classical approach to sculpting. And so I'm hoping to push the height of the relief and to create that sense of depth and warmth that classical sculpture can bring. And how did you revisit this original creation you've done 25 years ago? Did you have to dig deep? Was it something still fresh in mind? Was it a complicated process to revisit? It's never a simple thing that you go, oh, I'll just pull that out of my sleeve. It doesn't happen like that for me. Because a coin is so small compared to a monument, the scale is a huge challenge, of course. And design-wise, shrinking it into a coin size, to me, it conceptually is taking a concept and trying to keep the power of the original scale, but now shrunken to a much smaller scale. And that is one of the biggest challenges in designing a coin, is being able to create something that can draw your eye in, yet retain a sense of power and lyricism. And I agree, it communicated perfectly onto the coin, and I'm sure our members will agree with me. Thank you so much for talking with us tonight. It's been a great pleasure, and I hope to talk to you soon. Thank you. Maintenant, nous avons une petite surprise pour nos membres. Chers membres du Club des Maîtres, je vous présente fièrement le dollar épreuve numismatique 2025 Tombe du soldat inconnu. Les 3 anneaux rappellent les 3 paliers du sarcophage en granit foncé calédonien, lequel est représenté au centre du motif. On voit aussi les 4 ornements à la base de la tombe. 3 d'entre eux sont une réplique de la croix du souvenir, chacune ornée du monogramme royal d'un monarque ayant régné depuis 1919, tandis que le dernier représente un coquelicot. Joliment disposé autour du pourtour de la pièce, il crée une composition circulaire qui met en valeur la vue en plongée. La sculpture en bronze qui recouvre la tombe est aussi représentée sur le motif. Des rameaux d'érable et des feuilles de laurier entourent l'épée médiévale et le casque de la Première Guerre mondiale et sont accompagnés de roses et de coquelicots pour commémorer celles et ceux qui ont donné leur vie au service de leur pays.
Jamie, je sais que tu aimes les dollars épreuves numismatiques annuelles. Oui. Que penses-tu du thème de l'année 2025? C'est le thème le plus important de l'année sur la pièce la plus importante de l'année. Donc, je pense que ça marche bien. À chaque année, on a différentes séries qui terminent, mais avec le dollar épreuve numismatique, c'est à chaque année. Donc, c'est vraiment un thème important. Et puis, j'ai un lien personnel aussi. J'ai eu l'occasion de faire le motif de la pièce en 2017. Donc, c'est toujours un sujet qui est proche. Donc, vraiment, je pense que c'est un bon thème pour 2025. Wow, tu me surprends. Oui, Et sur ça, pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas encore la pièce de Pandora? bonne idée. Super. Merci, Alex. Je tiens aussi à remercier sincèrement tous les membres du Club des Maîtres. Si vous avez aimé ce programme, laissez-nous un j'aime et peut-être un commentaire. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Vous avez une idée thème pour le prochain événement? Faites-nous en part dans les commentaires ci-dessous. Et la prochaine fois, pourquoi ne pas participer à notre diffusion en direct? Vous aurez accès à bien plus de contenu et pourrez profiter d'avantages que ne vous voyez pas ici. Ne ratez pas cette occasion. Au plaisir de vous compter parmi nous au prochain événement virtuel du Club des Maîtres. Bonsoir! Bonne soirée!